C'est parti! Donald Trump, président pour encore 4 ans, après sa gestion de la crise super chaotique du coronavirus, on n'y croit pas trop. Et pourtant, il y a peut-être moyen qu'il rempile pour un deuxième mandat. Il y a 2 candidats principaux à la présidentielle américaine. D'un côté, il y a Donald Trump, qui représente les républicains, donc un homme d'affaires qui s'est retrouvé il y a 4 ans président, lui-même était un peu étonné. Et face à lui, Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui représente les démocrates. Alors en vrai, il y a d'autres candidats à la présidentielle, mais leurs partis sont tellement petits qu'on n'en entend même pas parler. Cette fameuse prochaine élection, elle aura lieu le mardi 3 novembre. Là, on est en juin, c'est dans un peu plus de 4 mois, et il y a encore plein de choses qui peuvent se jouer d'ici là. Il y a encore quelques mois, les chances de Donald Trump d'être réélu étaient au top. Il venait de se faire acquitter de son procès pour destitution, donc pour rappel, il aurait mis la pression sur le président ukrainien pour avoir des informations sur Joe Biden et son fils. Sa cote d'approbation n'avait jamais été aussi haute, donc la cote d'approbation c'est le chiffre qui dit de combien les gens approuvent vos actions. Et le chômage était au niveau le plus bas depuis les 50 dernières années, donc pour lui c'était vraiment bien parti. Et puis le drame, une pandémie mondiale, déjà plus de 120 000 Américains qui sont morts, 40 millions qui ont été déclarés sans emploi entre mars et avril. Le taux de chômage, il est arrivé à 14,7%, il n'a jamais été aussi haut depuis la Grande Dépression. La Grande Dépression, c'est une crise économique qui a eu lieu dans les années 1930. Alors, au début de la crise du coronavirus, l'administration Trump, elle était un peu dans le déni. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. Ils ont mis plusieurs semaines à réagir et c'est seulement après ces quelques semaines qu'ils ont fermé les frontières. Donald Trump a très mal communiqué sur le virus chinois, comme il l'appelait, en donnant souvent des informations erronées. On se rappelle aussi des conférences de presse journalières qu'il donnait à la Maison-Blanche et de sa fameuse réflexion qu'il a faite sur le fait de s'injecter du gel alcoolique dans les poumons. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? By injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. Et même si finalement il a été forcé de confiner le pays, il a assez vite forcé le déconfinement aussi, pour des raisons économiques, évidemment. Et pour ne rien arranger, fin mai à Minneapolis, George Floyd, un afro-américain de 46 ans, est mort asphyxié par un policier blanc lors de son interpellation. La scène a été filmée, elle a été partagée dans le monde entier et tout le monde s'est insurgé contre les violences policières faites à l'égard des personnes noires. Résultat, des manifestations partout dans le monde, en Belgique aussi, et évidemment aux États-Unis. Alors comment Trump a réagi à ça? Il a envoyé des soldats pour mettre fin à ces manifestations que lui considérait comme des émeutes. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. Roberto De Primis, expert en politique américaine, explique que pour Donald Trump, ces manifestations, elles sont pas liées à un mouvement antiracisme, mais elles sont liées à la criminalité. Lui considère que ce ne sont pas des émeutes raciales. C'est simplement tout ce qui est tous les problèmes dans la rue, c'est lié à la criminalité pour Donald Trump. Et ça parle fort à son électorat, qui se sent menacé et qui se dit c'est une bande de criminels qui sont dans les rues. Et je vous rappelle quand même que ce sont quand même des personnes du Middle West, donc toute cette partie centrale des États-Unis qui vote majoritairement pour Donald Trump. Il y a aussi un électorat évangéliste qui représente quand même 20% de l'électorat américain, qui vote majoritairement qui a voté majoritairement pour le président Trump, et il essaye aussi de favoriser sa réélection en ayant tous ces blocs-là qui votent pour lui. C'est d'ailleurs pour ça que Donald Trump n'arrête pas de scander « Law and Order », la loi et l'ordre. Gilles Vandal, qui est professeur à l'université de Sherbrooke au Canada et qui est aussi expert en politique américaine, m'a expliqué que la stratégie de Trump pour gagner, ce serait de faire en sorte que les personnes qui ne voteraient pas pour lui n'iraient pas voter du tout. Comment il ferait ? 3 techniques. La première, restreindre les personnes qui ont accès au vote. La deuxième, c'est restreindre le vote par anticipation. Et la troisième, c'est empêcher le vote par la poste. Première technique. Alors, il faut savoir que les personnes à faible revenu, les minorités et les étudiants ont plus tendance à voter démocrate. Donc, la technique ici de Trump, ce serait d'épurer les listes électorales. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aux États-Unis, le vote n'est pas obligatoire comme chez nous. Il faut s'inscrire pour aller voter. Donc, imaginons qu'un jeune s'inscrive 2 fois mais n'y aille pas.
eh ben, il recevrait une espèce de punition qui lui dirait que tu t'es inscrit 2 fois, t'es pas venu, tu peux pas revenir une 3e fois. Cette technique, elle s'appliquerait dans les États républicains et en fait, cette punition les arrangerait bien parce qu'évidemment, pour eux, c'est un vote potentiellement démocrate en moins. Un autre exemple que Jill Vandal m'avait donné, c'est le fait de mal orthographier un nom. Si le nom n'est pas bien orthographié, ils sont tout à fait en droit d'empêcher la personne de voter. Une deuxième technique, ce serait de restreindre le vote par anticipation. Le jour des élections, le 3 novembre, c'est un mardi, donc il y a plein de gens qui travaillent et qui peuvent pas forcément prendre congé pour aller voter. Du coup, pour ces personnes, il y a la possibilité d'aller voter plus tôt, genre une dizaine de jours avant les élections officielles. Que font les États républicains pour les empêcher d'aller voter? Ils réduisent ces 10 jours à par exemple 3, ce qui réduit aussi leur possibilité de se libérer pour aller voter. Troisième technique pour Trump et les républicains de réduire les votes des démocrates, c'est de s'opposer au vote par la poste. Leur excuse, c'est que c'est pour empêcher la fraude. On est quand même dans une situation de crise sanitaire où tout le monde n'est pas à l'aise de sortir de chez soi et d'aller faire la file dans un endroit où il y a plein de gens, donc le vote par la poste, ça pourrait être une solution pour justement se protéger. Mais comme Trump ne veut pas faciliter les choses aux démocrates, il s'y oppose. Surtout que lui, il sait très bien que ses partisans, ils n'auront pas peur d'aller dans un endroit bondé de monde, et qu'en plus de ça, ils vont trouver un moyen pour se libérer pour aller voter le mardi. Donc, restreindre le nombre de personnes qui ont accès au vote, réduire la durée de vote par anticipation et empêcher les votes par la poste, selon Jill Vandal, ça c'est les 3 techniques qui font partie de la stratégie de Trump pour empêcher les démocrates de voter. Pour Roberto de Primis, la stratégie de Trump, elle va plutôt être anglée sur l'économie et sur l'adage diviser pour mieux régner. Une stratégie de relance économique le plus vite possible pour avoir un effet de rebond d'ici au mois de septembre-octobre et d'utiliser ces chiffres pour la campagne. Et une autre tactique de campagne qui est la tactique de la division. Il essaie de diviser énormément avec des thématiques polarisantes. On l'a vu durant sa campagne en 2016, l'immigration, les questions raciales, la Russie, un ensemble de questions qui étaient très dures enfin, le choix était très clivant. C'était oui ou non, à coup sûr. On ne pouvait pas être peut-être, je ne sais pas. C'était des questions très clivantes. Et il est en train d'utiliser là pour le moment aussi pour essayer de créer encore plus de gouffres plus de gouffres qui existent déjà entre les démocrates et les républicains. Et donc je dis que ces techniques de marketing et de marketing politique pourraient peut-être très très bien fonctionner. Alors on le sait, la base des électeurs de Trump est très fidèle et Joe Biden, il a sûrement atteint son plafond électoral. Ça veut simplement dire que ceux qui ont décidé de voter pour Joe Biden, là maintenant, ils l'ont déjà décidé. Il n'y en a pas des masses qui vont se décider prochainement à voter pour lui. Aujourd'hui, fin juin, il reste un peu plus de 4 mois à Donald Trump pour récupérer les partisans qu'il aurait perdus durant la crise du coronavirus. Et ce qui va être vraiment déterminant, c'est l'économie du pays. Si d'ici novembre, l'économie reprend même un tout petit peu, Donald Trump va faire de beaux graphiques où il va exagérer la courbe, mais en attendant, il y aura quand même une augmentation. Et du coup, c'est fort possible qu'il récupère quelques votes, parce que ce sera le président qui aura réussi en quelques mois à faire remonter l'économie de l'Amérique après une pandémie mondiale. Surtout que l'être humain a la mémoire courte, du coup, s'il arrive à faire remonter l'économie, les gens pourraient potentiellement un peu oublier sa gestion chaotique de la crise. Enfin, tout ça est hypothétique, il y a encore beaucoup de cadavres qui peuvent surgir des placards d'ici là. Surtout le dernier mois avant les élections. Je vous ferai une vidéo quelques semaines avant le grand jour pour voir comment les choses ont évolué. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne et dites-moi en commentaire d'après vous qui sera le futur président américain et pourquoi. Ça m'intéresse. Voilà.